avec un petit peu de retard, Pierre Toulouse, qui a été président de Mieux se déplacer à bicyclette, donc dans cette maison, là, la maison du vélo, qui est aujourd'hui adjoint à la coordinatrice interministérielle pour le développement de la politique vélo en France, donc il connaît un peu les deux côtés, et qui est un militant vélo infatigable, et voilà, je t'écoute. Infatigable, je sais pas. Je te fatigue un peu de temps en temps. Bonjour. J'ai presque envie de vous donner tout de suite la parole parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Normalement, je devais vous parler des moyens d'essayer de passer les difficultés à créer un réseau efficace en Île-de-France. Je crois que vous savez presque aussi bien que moi pourquoi vous n'y arrivez pas. Et par contre, les solutions, j'ai évidemment pas grand-chose à vous proposer de très neuf. Quelques points quand même. Avant, pour vous présenter l'histoire, on a parlé de la MM3V tout à l'heure, c'est intéressant parce que la Mission nationale des véloroutes et voies vertes, elle est née en 2001, 2003 en fait, mais suite à la fin des années 90, c'est important de les voir parce que dans l'histoire, c'était quand même les premiers à faire quelque chose pour l'État. À la fin des années 90, et donc le ministère de l'Environnement décide de mettre de l'argent pour favoriser les véloroutes. Les véloroutes globalement, les itinéraires. Et donc ils font une circulaire, ils mettent de l'argent. Dès que l'État met de l'argent quelque part, ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre, dès qu'il y a un politique, mais l'État en particulier met de l'argent quelque part, derrière il y a une politique. Et donc effectivement, il met de l'argent dans les contrats de plan État-région 2000-2006. Du coup, il fait une circulaire pour dire comment on va dépenser cet argent. Il demande au préfet de région de s'organiser avec les conseils régionaux pour dire, voilà, vous allez faire des schémas régionaux, et puis il y aura un schéma national qui va fédérer tout, etc. etc. Il va y avoir un copilotage État-région, etc. Ça va être, voilà. Et on met un peu d'argent dans l'affaire, et du coup, comme on met de l'argent, on est effectivement légitime. Les régions, dès qu'il y a de l'argent à prendre, ils le prennent. Et donc, ce schéma commence à voir le jour au début des années. Et on prend un gars à qui on confie la mission nationale des véloroutes et voies vertes, avec très curieusement sur le plan administratif, aucune circulaire, aucun arrêté, aucune déclaration réelle de ce poste et de cette fonction. Et ce qui est bien dans la fonction publique, c'est qu'une fois qu'un truc existe, il faut très longtemps pour que ça disparaisse. À partir de 2006, il n'y a plus d'argent. Et la mission nationale continue à exister. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle continue à avoir un peu d'autorité. Elle décide des trucs, elle pousse, elle va voir les préfets, et tout le monde est bien content que la mission nationale existe alors qu'elle ne distribue plus un sou. Et quand on a dit tout à l'heure que son dernier titulaire, donc Jean-Louis Ponce, est parti, il est parti quand même qu'en 2014, donc ça a duré longtemps, avec une mission sans aucun moyen, enfin un petit peu d'argent d'études, c'est tout ce qu'il avait, et simplement un pied dans l'État. Il a quand même, cette mission nationale des véloroutes et voies vertes, elle a fait le schéma national et elle l'a fait SIAT. Alors SIAT, ça veut dire passer au comité interministériel d'aménagement du territoire, c'est un organisme national, et qui lui a donné une certaine valeur juridique, si on peut dire. C'est quelque chose qui existe. Ça a été SIAT en 2008, puis re-SIAT en 2010, parce qu'il a été modifié entre les deux, le schéma directeur, parce qu'il y a des choses qui ne se font pas, qui se font différemment, etc. Et on est resté là-dessus. En parallèle de ça, en 2006, suite au rapport fait par Mme Le Breton pour M. Raffarin, de ce rapport qui voulait une politique vélo très importante, il est sorti quasiment une seule chose, c'est la création d'un poste de coordinateur interministériel pour le vélo, qui a été Hubert Peigné, qui a été nommé coordinateur ou fonctionnaire pour le vélo, chargé justement de faire de la politique. En fait, il était chargé d'animer les autres, sachant que l'État ne mettait toujours pas d'argent sur le sujet, ou très peu. Un peu d'argent pour aider les associations. Voilà comment ça s'est passé, et donc cette coordination, elle existe encore aujourd'hui. J'en suis un des deux membres, puisque c'est deux personnes, et c'est un poste très prestigieux d'être coordonnateur. Le coordonnateur il est nommé par le président de la République, un décret du président de la République, mais un décret dans lequel il y a zéro pouvoir. Donc en fait, le coordonnateur, il a sa prestance, son intelligence, sa bonne volonté, sa foi, tout ce qu'on veut, mais il a très peu de moyens, s'il a encore le moyen d'aider les associations, et ça, c'est pas négligeable,
parce que ça lui permet de faire vivre la FUB, par exemple, qui vivrait beaucoup moins bien s'il n'y avait pas, ou même la F3V, qui aurait peut-être qui serait peut-être morte si elle n'avait pas eu ce soutien-là, parce que ça permet de salarier les gens, etc. Bon. Voilà le pouvoir. L'avantage du coordonnateur, c'est qu'il peut aller d'un ministère à l'autre, etc. Mais moi, qui suis à la coordination depuis 2012, et avant j'étais déjà dans les services du ministère, j'ai depuis toujours essayé de faire mettre de l'argent, de prendre de l'argent aux routes, en gros, dans le budget d'investissement routier, pour dire mettez quelques millions par an pour le mettre sur le réseau des véloroutes et voies vertes. Ça a presque marché. Quand le rapport Duron, on vient d'en parler, je vais finir là-dessus, mais sur le rapport Duron, le premier rapport Duron, celui qui a été fait sous le précédent gouvernement, quand Hollande est arrivé, il a dit on va faire un schéma machin des infrastructures. Donc il a demandé à M. Duron de faire ce schéma des infrastructures. Et à ce moment-là, on a expliqué que c'était les routes, les autoroutes, les trains, etc. Et moi j'ai levé là, j'ai dit oui, mais il y a le vélo aussi. Non, mais le vélo ça n'existe pas, c'était pas. Ben si, c'était déjà dans le schéma directeur national avant, ça existait déjà, le schéma des vélos, des voies vertes, il était inscrit quelque part. Bon, on a quand même réussi à le faire mettre dans le premier rapport Duron, donc ce schéma que vous avez vu là, il est effectivement dans le premier rapport Duron, avec une conclusion de Duron disant il faut 5 à 7 millions par an de l'État pour faire avancer ce schéma, et un peu d'argent remis dans les CPER, un tout petit peu d'argent remis dans les CPER, les contrats de plan État-région, le système national de financement, dans le début des années 2010, 12. Un peu d'argent, un tout petit peu d'argent. Bref, et là encore avec beaucoup de difficultés. Donc, tout ça, ça a existé jusqu'à maintenant. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça c'est compliqué. Il y a eu ces assises sur la mobilité qui ont pas mal bouleversé les choses. Et en ce moment, se prépare une grande loi sur la mobilité. Enfin, une loi d'orientation. C'est une loi importante qui concerne l'ensemble des modes de transport. Cette loi, moi j'y travaille. Alors la coordination, évidemment, elle devrait travailler pour le vélo. Alors quand ils ont besoin d'un appui technique, ils viennent nous chercher. Mais se susurre depuis un moment l'idée qu'on va mettre probablement de l'argent pour aider le vélo. Je ne parle pas des vélos, je parle du vélo en général. Ah oui, alors si on met de l'argent, à ce moment-là, ça devient une politique de l'État. Et si on devient une politique de l'État, on ne va quand même pas confier ça à un coordinateur interministériel qui n'est pas tout à fait dans le système. Et donc il y a des tas de gens qui s'intéressent maintenant brutalement au vélo dans le système ministériel. Bon, alors ça veut dire, tout ça pour dire que je n'ai pas forcément toutes les interventions, toutes les informations, et notamment parce que voilà, on n'est pas à la manœuvre sur le sujet. On y a participé, comme beaucoup d'associations, avec une certaine voix, avec la connaissance qu'on a du milieu institutionnel. On a poussé pour que ça y soit. On n'est pas les seuls. La FUB a fait un boulot exceptionnel, vraiment. Vu de l'intérieur du ministère, je peux vous dire que la FUB a vraiment fait un boulot exceptionnel sur l'ensemble des assises. Et aujourd'hui, elle est très écoutée. Ça tombe bien parce qu'au ministère des Transports, la ministre des Transports est convaincue, réellement convaincue, que le vélo est une solution. Une partie de la solution. Et donc, elle a la volonté ferme de faire une politique cyclable. Malheureusement, la ministre des Transports, c'est comme le coordonnateur interministériel, elle ne fait pas tout ce qu'elle veut. Elle a aussi un gouvernement autour d'elle qui a d'autres contraintes, d'autres enjeux, d'autres lobbies qui passent partout, etc. Et donc, le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, il avait comme objet d'essayer de savoir comment on allait répartir les enveloppes. Avec 3 hypothèses, soit on prend l'enveloppe d'aujourd'hui, c'est-à-dire pas beaucoup, je parle de l'ensemble des transports, soit on l'augmente de, disons, 50%, et on fait un peu plus, soit on l'augmente de 100%, en gros, hein, c'est pas tout à fait ça le chiffre, mais et à ce moment-là, on fait plus et plus vite. Tout le mode de transport, donc TGV, péniche, pas l'avion, mais les routes, les autoroutes, etc. Ce schéma national, ce Conseil national, donc il a remis ce rapport cette semaine, c'est pas vieux,
Et il y a effectivement dans tous les scénarios, il y a une enveloppe vélo qui est proposée, plus ou moins importante. Dans l'hypothèse centrale, on a évoqué 350 millions d'euros pour 5 ans. C'est tout à fait exceptionnel si on arrivait à la mettre en œuvre réellement. Ça, c'est la proposition du Conseil national. Dans ce Conseil, il y avait des députés, des élus, beaucoup de techniciens des ministères, des représentants d'un certain nombre de grands corps. Et voilà, donc ils ont remis un rapport qui est un énorme boulot, qui évidemment ne satisfait personne. Les ferrovipades sont furieux, les autoroutiers aussi, les vélos, il n'y en a jamais assez. La FUB demandait 200 millions par an. Hein, donc là, aujourd'hui, on en est à 350 millions sur 5 ans. C'est pas tout à fait la même échelle. Bon, voilà. Le problème, c'est que l'échelle, l'enveloppe est limitée et qu'on ne pourra pas donner tout ce qu'ils veulent à tout le monde. Donc tout le monde est mécontent pour l'instant. Mais je ne peux absolument pas vous dire, d'abord parce que je ne sais pas, mais je pense que je serai un des derniers au courant, de ce qui va effectivement être pris dans la réalité. Il y a des bons signes et des mauvais signes. Le mauvais signe, c'est l'abandon du vélo à assistance électrique. On donne des primes pour tous les vélos, tous les engins électriques, les bagnoles, les scooters, etc. On se dit, donc Royal dit, il en faudrait aussi pour les vélos à assistance électrique. Ouais, bon d'accord, on va donner 200 balles. Puis voilà, 300 000 demandes au bout d'un an. Et donc, du coup, un coût pour l'État de l'ordre de 60 ou 65 millions. On n'avait pas prévu ça, donc on arrête. Donc, voilà, d'un côté, on va peut-être donner 70 millions, mais de l'autre côté, on en avait 60. Tout ça est compliqué. Ce n'est pas les mêmes bourses, c'est pas payé sur les mêmes choses. Théoriquement, pour les bagnoles, ça s'équilibre entre le malus et le bonus. Pour le vélo, c'est pas parce que vous vous rendez un vieux vélo et que vous achetez un vélo électrique qu'on va vous donner de l'argent. Donc c'est compliqué. Et là, pour le coup, c'est pas le ministère des Transports qui, lui, se bat pour garder cette enveloppe, mais voilà, il se bat. Mais le ministère de la Santé se bat pour ses hôpitaux, celui des prisons pour ses prisons. Je veux dire, on est dans une lutte sur laquelle chacun essaye de crier plus fort et sur lesquelles le lobby vélo a aujourd'hui bien joué le coup. Au mieux qu'il pouvait. Alors, il y a un problème, c'est que je vous ai parlé de la loi mobilité, et qu'en aucun cas je vous ai parlé de véloroute. Vous avez tous entendu parler du temps de Royal, donc le précédent gouvernement, du fait que certaines associations n'avaient pas été financées. Et parmi les associations non financées, il y avait la F3V et les départements et régions cyclables, avec comme principe que ce sont des gens qui travaillent pour le tourisme, et donc il n'y a pas de raison que ce soit le ministère des Transports ou de l'écologie qui finance une association qui travaille pour le tourisme, ou des associations qui travaillent pour le tourisme. On a beau leur expliquer que c'était pas comme ça, le problème c'est que le coordonnateur, Ségolène Royal avait dit, bon, les subventions je les vois toutes et c'est moi qui dis oui ou non. Là, voilà, on est fonctionnaire, il y a un ministre qui décide, on fait ce qu'on peut. En 2017, on a sauvé les départements de région cyclable. En 2018, je pense qu'il y aura aussi quelque chose pour la F3V qui va être sauvée, enfin, qui va être maintenue la tête hors de l'eau. Mais, bon, voilà, pour l'instant, c'est compliqué parce que tout ça, c'est du tourisme. Le Conseil national d'orientation et d'infrastructure a reçu énormément de monde. Enfin, énormément. 52 auditions. Les départements et régions cyclables qui ont demandé à être reçus n'ont pas été reçus. Les départements et régions cyclables ont été reçus au cabinet des transports, se sont vus les conduire en leur disant « Vous êtes gentils, mais nous, ce que vous faites, ça ne nous intéresse pas. » C'est un schéma de véloroute des voies vertes. On est dans la même logique que celle de l'Île-de-France qui dit « Moi, je privilégie la mobilité du quotidien. » Donc aujourd'hui, contrairement à ce que certains ont cru lire dans le rapport du Conseil, il n'est pas du tout mention, et la carte qui figurait dans le rapport Duron avant ne figure plus aussi, elle n'existe plus, il n'est pas dit un mot sur le schéma national des véloroutes des voies vertes. S'il y a de l'argent, il va falloir l'utiliser astucieusement si on veut que ça aide les véloroutes des voies vertes. Je ne suis pas très inquiet, parce qu'il y a des tas de raisons d'y arriver.
D'abord parce qu'il va y avoir de l'argent, supposons qu'il y ait de l'argent, ce qui serait catastrophique, c'est qu'on n'arrive pas à le dépenser. On va t'aider. Alors, vous allez m'aider, rien du tout, parce que là, pour le coup, c'est pas moi, c'est pas nous, ça sera les collectivités. L'État n'est pas maître d'ouvrage des aménagements cyclables. L'État, de toute façon, il ne peut que aider les collectivités qui feront. Et donc, les collectivités, pour faire une véloroute, aujourd'hui, elles sont soumises à des règles extrêmement lourdes d'environnement, de sites classés, etc. Et puis d'enquête publique, de foncier, etc. Donc, tiens, je ne vais pas faire ça comme ça. Si demain on veut passer chez les agriculteurs sur le V3 et que les agriculteurs ne veulent pas, il faudra les exproprier. Et on ne peut pas les exproprier sans une enquête publique. Et on ne peut pas faire l'enquête publique sans une étude d'impact. Et on ne peut pas faire une étude d'impact sans avoir une étude environnementale très lourde. C'est des processus qui demandent plusieurs années. Si j'arrive aujourd'hui avec 50 millions et j'ai dit qui c'est qu'en veut, moi, t'es prêt? Ben non. Et donc, en 2018, mon argent ne sera pas dépensé. Donc, moi je trouve ça extraordinaire qu'on ait marqué le coup. Si jamais on a 300 millions, c'est super, il y aura de l'argent à mettre. Pourquoi je dis qu'on pourra le mettre sur le réseau des véloroutes et voies vertes? Je pense que la stratégie qu'il faut développer collectivement avec les associations, c'est de rappeler... C'est la sortie de la messe, là? Non, c'est la fin de la révolution. Oui, juste, bon, je... Non, je parle bien. Il y en a encore. Oh, mais c'était une dénonciation universelle. Bah non, allez-y, franchement, hein, de toute façon, c'est arrêté. Hein. Tu parles un peu plus fort, c'est tout. Donc, la stratégie alors? Oui, donc la stratégie, c'est quand même de dire, et vous l'avez dit, vous le savez aussi bien que moi, que ces véloroutes, elles sont dans les agglos, le réseau structurant, très souvent, elles se recouvrent. On voit bien que la véloroute, que la coulée verte, elle a servi essentiellement aux vélotaffeurs d'abord. Et donc, c'est cet argument-là qu'on va essayer. Alors, le problème, c'est qu'on me demande mon avis, je le donne, ça ne veut pas dire qu'on va être suivi. C'est intéressant, je sais que la FUB poussera, mais si on résout le problème de, je ne sais pas, pour des trucs d'Île-de-France, des passerelles dont on a parlé tout à l'heure, que ce soit dans les Hauts-de-Seine, etc. On a parlé de la véloroute de la Seine, où il y a des besoins de faire des passages. Vous savez que les Yvelines avaient prévu de faire des ponts, et depuis que la région ne met plus d'argent, les Yvelines ne veulent plus mettre d'argent non plus. Et si l'État vient mettre de l'argent, ça pourra peut-être relancer le processus. Simplement, il faudra habiller cette passerelle pour montrer qu'on va d'une ville à l'autre et que ça permet aux gamins d'aller au collège, ou au lycée plutôt, pour la région. Et en habillant ça comme ça, on arrivera à jumeler les intérêts et à faire en sorte que puissent être financés des éléments importants structurants du réseau des véloroutes en Île-de-France. Voilà la stratégie. Alors, on me répond, quand j'affirme des choses comme ça, on répond, mais non, mais ça n'a rien à voir. Les gens qui font du vélo loisir ne font pas de vélo tous les jours et c'est personne. Alors, c'est quand même une partie du problème, parce que comme on travaille pour les gens qui font du vélo quotidien, si on fait des véloroutes pour les gens qui font du loisir, on est sur deux objets différents. Or, on n'est pas sur deux objets différents, et en plus, c'est faux. C'est-à-dire que l'assertion qui dit que les cyclistes du quotidien ne font pas de vélo loisir et l'inverse, c'est une assertion fausse, et qui l'est de plus en plus. J'ai longtemps cru, moi j'étais un spécialiste du vélo quotidien, je ne faisais pas de vélo loisir, je trouvais que ça faisait mal au cul. Puis petit à petit je m'y suis mis, puis ben voilà, de toute façon je fais plus que du vélo, je suis obligé de en faire y compris pour mes loisirs. Mais... un peu de train. Oui, je t'ai vu. Oui, oui, maintenant le vélo ne suffit pas pour aller partout. Le vélo et train, on sait bien. Bon, bref.
est-il que il faut trouver des arguments. Alors, j'ai lancé, j'ai profité du festival du film du voyage à vélo il y a 15 jours à Celle pour interroger les cyclistes de loisirs. Donc j'ai fait officiellement, professionnellement, un petit questionnaire très rapide pour essayer de vérifier si les cyclistes de loisirs que j'avais là, ils étaient oui ou non aussi des cyclistes quotidiens. Le résultat sur ce petit sondage, 300 réponses, 75% des cyclistes qui assistaient à CCI font les deux pratiques. Alors on peut dire oui, c'est des militants, c'est quand même des gens, CCI c'est déjà le top du vélo, loisir, c'est pas n'importe qui, c'est pas faux. C'est pas les militants, mais c'est quand même des pratiquants chevronnés. C'est pas monsieur, voilà, c'est pas monsieur qui va faire pisser le chien à vélo, etc. Donc j'ai trouvé une autre source qui est une étude qui n'est pas encore officiellement publiée, qui est une étude faite sur la Loire à vélo. La région Centre et la région Val-de-Loire ont piloté les études pour avoir les éléments économiques sur la Loire à vélo. Et Nicolas Mercade d'Igo a diligenté ces études et il a démontré clairement que sur les gens qui l'interrogent sur la Loire à vélo, là il prend tous les cyclistes, c'est-à-dire qu'il y a des cyclistes de la journée, machin, des gens qui se promènent avec leurs gamins, enfin il y a vraiment tout, eh bien 56% des gens font du vélo plusieurs fois par semaine. Donc on les prend le samedi ou le dimanche, mais ils expliquent qu'ils en font quand même plusieurs fois par semaine, dans l'année. Donc ça veut dire qu'on est dans une fourchette entre 50 et 75% des gens qui font du vélo quotidien et qui font du vélo loisir. Je ne parle pas de la FFCT ou de l'FFC, donc je pense que ce serait intéressant de faire le travail avec eux, parce que les proportions sont peut-être à la FFC, je suis sûr que c'est très différent. À la FFCT, je ne sais pas bien. On va probablement essayer de travailler avec eux pour leur proposer le questionnaire, parce que c'est un sujet intéressant. Mais l'idée, c'est bien d'essayer de démontrer au pouvoir public qu'il y a une porosité. Une porosité d'abord parce que c'est des gens... Alors en plus, dans le questionnaire CCI, je leur posais la question, est-ce que c'est une pratique qui a entraîné l'autre? Et très majoritairement, ils répondent oui. Oui, j'ai commencé au quotidien et maintenant je fais du loisir. Ou oui, j'ai commencé au loisir. D'ailleurs, plus souvent c'est comme ça. Et je me suis mis au quotidien. À force de faire du vélo le week-end, j'en ai fait la semaine. Et ça confirme une impression que j'avais eue moi ici à MDB la première fois que j'ai vu arriver les gens de Paris Rando Vélo. J'aurais dit, oh, c'est quoi, là, les gens qui roulent comme des cons, etc. Et je me suis pas, c'était pas ma pratique, tout bêtement. Et simplement, quand j'ai vu un certain nombre de gens qui faisaient Paris Rando Vélo, qui adhéraient à MDB, puis qui se mettaient à militer, je me suis dit, t'es un gros con, Toulouse, il faut imaginer qu'il y a d'autres manières que la tienne d'arriver au vélo, et notamment le mode balade. MDB a, depuis toujours, historiquement, fait beaucoup de balades à vélo. Et dans les gens qui font des balades de MDB, il y a de plus en plus de gens qui se sont mis à faire du vélo quotidien et à militer. Et donc c'est cette porosité que je veux mettre en avant pour essayer d'expliquer que l'un entraîne l'autre, et que notamment, tout ça dans un système vélo, que pour apprendre à faire du vélo, moi qui fais des vélos-écoles à Vanves, eh ben, on se rend bien compte qu'on a besoin, une fois qu'on a fait le tour 10 fois de la cour de l'école, on a besoin d'aller, alors on ne va pas tout de suite n'importe où, on va sur la coulée verte parce qu'elle a la chance d'être à côté. Les gens voilà, petit à petit se mettent à l'aise sur le vélo, etc. Et puis petit à petit, ils sortent de la coulée verte parce qu'elle est pleine de défauts. Un des problèmes de l'Île-de-France, un problème majeur de l'Île-de-France, et je terminerai juste par là, c'est qu'en Île-de-France, le tourisme, ils s'en foutent. Parce qu'il y a suffisamment de touristes à Paris qui viennent sans que la petite goutte d'eau des vélos de touristes, ça les intéresse. Alors qu'en Bourgogne, ce n'est pas du tout la question. En Bourgogne, ça les intéresse tout à fait d'avoir des cyclotouristes, mais sur la Loire à vélo aussi, mais pas à Paris, notamment pas à Paris. Et puis en banlieue, il y a un tel manque d'espace récréatif et d'espace vert, et c'est ce qui se passe sur la coulée verte. Pourquoi elle a été dégradée comme ça? C'est que c'est aussi là qu'on va faire promener ces gamins le week-end, le samedi, machin. Dès qu'il y a un rayon de soleil, hop, on envahit, c'est le jardin collectif. Et donc ce jardin collectif, il faut bien que mes habitants, moi je suis maire, mes habitants, je veux le leur laisser. Et c'est une des difficultés qu'on a majeures. Pour pallier cette difficulté, quelque chose que je prône depuis longtemps, et sur lesquels aujourd'hui j'ai peu ou prou, enfin je sais qu'il y a d'autres gens qui le défendent, c'est l'idée de pousser à ce qu'on puisse avoir une maîtrise d'ouvrage régionale.
C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir, comme pour le tramway par exemple, le STIF, pardon, Île-de-France Mobilité, disons, l'ancien STIF, peut prendre la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire j'exproprie, je fais les travaux, je paye, etc., une ligne de tram. Et évidemment, la ligne de tram, ben, quand elle arrive dans un bled qui ne veut pas du tram, des fois ça coince, on voit bien d'ailleurs à cause d'Ixelles comment c'est coincé depuis des années, mais au bout d'un moment on y arrive quand même, parce qu'il y a une vraie autorité. C'est bien pour ça qu'on on parle des autorités organisatrices de la mobilité. Et une des choses que j'essaye, et je ne suis pas le seul, de faire passer dans la loi sur la mobilité, c'est de donner aux autorités organisatrices de la mobilité la prérogative de pouvoir faire aussi des aménagements, des itinéraires cyclables, de façon à pouvoir passer chez notre ami le maire de, je sais comment là, non, à côté sur la Vélocénie, Maison Lafitte, voilà. Le maire de Maison Lafitte qui ne veut pas qu'on passe chez lui. Peut-être qu'un jour on pourrait essayer en tout cas de l'y contraindre. Alors ça demandera des sous, hein, mais voilà. L'idée c'est d'avoir une maîtrise d'ouvrage et d'affirmer que des véloroutes continues, c'est quelque chose d'important. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur l'état. Alors, le travail n'est pas fini. Ce que je peux... Ça, c'est un pari que je fais aussi, c'est que je pense que s'il y a vraiment de l'argent, la coordination interministérielle disparaîtra, en tout cas sous sa forme actuelle, pour être intégrée dans une direction plus opérationnelle, sachant que dans la loi sur la mobilité, ça va entraîner les grosses réorganisations au ministère des Transports. Un des objets, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une mission opérationnelle, c'est-à-dire des gens qui savent dépenser des sous, lancer des projets, etc. Ce qu'on sait faire aussi, mais on n'est pas structuré, c'est pas à deux personnes, un peu exogène, qu'on peut faire ça bien. Et à ce moment-là, c'est pas parce que la coordination disparaîtrait que ce serait forcément dramatique pour le vélo, à condition de bien avoir structuré, et pas que ce soit au fond d'un sous-bureau de machin, parce que là, ça serait catastrophique. Donc, pour l'instant, il y a des fumées positives, mais c'est pas encore gagné, donc on a encore besoin d'adaptation. Merci, merci Pierre. Allez, donc des interventions courtes, des questions courtes, et comme ça plusieurs personnes pourront faire. Clément. Comment on peut influencer la loi sur la mobilité, la faire aller dans le bon sens, là, dans l'intervalle de temps tiré? Il faut pousser sur l'idée de réclamer que ce soit le scénario 2 qui soit retenu au minimum, celui où il y a un peu d'argent. Auprès des députés, non? Oui, il faut. Alors, il y a déjà des députés qui poussent, hein, mais les élus vont. Comme il va y avoir une loi, hein, donc, dans une loi, il y a des choses. Donc je pense qu'il faut aller rejoindre le travail de la FUB, regarder avec eux, essayer de pousser pour que ça se. Je dis la FUB parce qu'ils ont fait un énorme boulot avec les députés et que c'est le milieu associatif. Si vous étiez élu, vous iriez peut-être plutôt au club des villes cyclables, mais puisque c'est la FUB qui est notre représentant associatif qui a le mieux réussi dans ces assises, c'est à elle qu'il faut faire passer. Je pense qu'ils sont bien conscients, hein, mais je pense que c'est important que la FUB intègre bien qu'il faut une gouvernance, il faut des sous et il faut une intégration générale des schémas nationaux et des schémas locaux. Merci. Alors juste rapidement pour compléter, la F3E aussi ont là rendez-vous avec des députés sur ces questions. Et a participé aux assises, mais pas avec, on va dire, l'enthousiasme et la capacité aussi à s'investir dans la FUB. Enfin, Olivier Schneider, il faut quand même lui rendre ce qui lui appartient. Et je connais peu de gens qui soient capables de faire le boulot qu'il a fait, c'est tout à fait impressionnant. Je ne sais pas quand est-ce qu'il dort, je sais quand est-ce qu'il mange, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il dort. Pour aller dans le sens de Pierre, et pour expliquer pourquoi les pistes cyclables sont entretenues, quand l'État ou la région subventionne, ils ne subventionnent que de l'investissement. Et du coup, le fonctionnement est pris par celui qui a demandé. Il subventionne une école, un hôpital, un gymnase, une route, et c'est celui qui a demandé qui va payer les frais de l'école, du gymnase, de la route. Or, souvent ce qui arrive pour les pistes cyclables, c'est que ce sont quelques militants ou quelqu'un comme ça qui a demandé une piste cyclable, mais pas les élus, et donc personne ne fait le fonctionnement. Pour aller complètement dans le sens de ce que tu viens de dire sur les 350 millions, il faudra donc bien que ce soit des projets locaux
qu'il faut s'intégrer dans un projet national, mais ce sont des projets locaux qui vont être demandés par du local et qui vont devoir être soutenus par une collectivité, que ce soit une commune, l'intercommunalité, un territoire. Mais c'est ce travail-là qu'il faut faire maintenant. Merci. Question, est-ce que vous cherchez aussi des contacts avec l'étranger? Je sais par exemple aux Pays-Bas, le plan vélo a 8 points et un de ces points, c'est le renforcement des pistes cyclables intervilles, justement, pour renforcer le vélo taf. Est-ce qu'il y a des contacts? Alors, à la coordination, on a beaucoup de contacts à l'international et on essaie de travailler, ça nous permet d'ailleurs de connaître, d'essayer de connaître les politiques cyclables des différents pays européens et autres. La grosse difficulté, c'est qu'on n'est pas du tout au même niveau d'avancement avec les Pays-Bas, d'une part, et on n'a pas du tout la même géographie. Ce qu'elle disait très bien Isabelle tout à l'heure, c'est qu'ils ont développé un réseau local extrêmement dense, mais qui ne sont pas très bons sur le réseau interurbain. Quand vous voulez aller, alors je ne parle pas d'Arnhem à Nimègue, mais si vous voulez aller de 2 capitales régionales en capitale régionale, vous allez faire à peu près 2 fois le trajet qu'il faudrait si on avait des véloroutes efficaces, parce qu'on va aller d'un point à un nœud avec des zigzags invraisemblables. Il ne faut pas oublier qu'aux Pays-Bas, une grosse partie des villes, des routes sont interdites au vélo, clairement interdites au vélo. Donc c'est pas uniquement... Et il ne faut pas y aller, parce que si on y va, on se fait sérieusement engueuler. Bon, je ne pense pas que ça soit encore là... Enfin, on pourrait s'appuyer, leur dire, mais... À la limite, c'est un effet négatif. Si vous dites, ouais, ah oui, mais les Pays-Bas, ils sont à 40% de part modale, et donc nous, on est à 3, et on ne peut pas revendiquer la même chose. C'est ce que j'explique depuis longtemps quand j'étais militant ici, c'est-à-dire que quand on veut aller à la Défense à vélo, le plus simple, ce serait de pouvoir prendre le pont de Neuilly. On peut le prendre, d'ailleurs, il est ouvert en vélo, c'est pas un problème. Enfin, c'est pas un problème, juste que c'est une entrée ou une sortie d'autoroute avec 4 voies qui n'est pas très agréable, on peut bien le reconnaître. Et le métro au milieu, on ne peut pas passer d'un côté à l'autre. Et quand on est à, je sais pas, quelques centaines à la Défense, c'est très difficile de dire on va prendre une voie sur le pont de Neuilly pour faire une piste cyclable. Quand on est quelques milliers à la Défense, on commence à avoir du poids. Quand on sera 10 ou 15 000 cyclistes à la Défense, la question ne se posera même plus. On aura pris de fait la voie sur le pont de Neuilly. Mais voilà, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Aujourd'hui, si on pouvait, dans ce plan vélo, résorber les coupures compliquées, etc., ce serait déjà super. Et moi, ce que je voudrais, c'est que s'il y a de l'argent, il soit vraiment dépensé, parce que si jamais on rate la dépense, si les projets ne sont pas prêts et cohérents, parce qu'il ne s'agit pas de faire des ponts nulle part, il s'agit vraiment de faire des bouts qui servent, à ce moment-là, on aura gagné. Si on n'y arrive pas, on aura du mal à redemander de l'argent pour le plan suivant. Eric. Pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on peut faire, il y a plein d'idées, mais la FUB fait une journée d'études le 16 mars, notamment pour développer le résultat de son baromètre, qui est aussi un outil très intéressant. C'est la première fois qu'il y a eu 113 000 réponses au baromètre des villes cyclables. Et là, il y a une déclinaison possible ville par ville, en organisant peut-être avec l'association et les élus une conférence publique pour développer qu'est-ce qui a été répondu dans telle ville, qu'est-ce que les adhérents attendent, qu'est-ce que les cyclistes attendent. Et si on arrive à y faire venir quelques députés et quelques élus, c'est encore un moyen de démultiplier cette action. Tout à fait. D'ailleurs, une des premières choses que j'ai dites quand on m'a interrogé sur la manière de dépenser une éventuelle enveloppe, c'était de dire, attendez, commencez par mettre de l'argent pour faire des études, et pas des études, mais des études d'un schéma structurant dans toutes les agglos. Je ne parle pas des agglos comme Paris, Bordeaux, Toulouse, etc., ça existe déjà. Je parle des villes moyennes entre 20 et 100 000 habitants, qui n'ont pas ces schémas-là, parce que si on finance à 50% des études, la collectivité, c'est pour 50%, ça ne va pas vous coûter trop cher. Et du coup, c'est le moment d'imposer que ces études se fassent avec les associations localement pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait, voilà, j'habite Châteauroux, c'est quoi la logique de Châteauroux? Où est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir un axe structurant, ou 2, ou 3, ou une rocade, j'en sais rien. C'est à voir en fonction de chaque ville, mais c'est là que vous avez un rôle majeur. Surtout s'il y a cet argent mis en place, parce que du coup, vous pouvez aller titiller le maire en lui disant, attendez, on a de l'argent là, il faut faire les études, parce que sans ça, on va rater derrière l'argent pour les réalisations. Dernière question, Didier. Oui, c'était par rapport à la double actualité sur l'Île-de-France et l'actualité nationale avec ce programme et ce plan vélo qu'on espère, qu'on attend.
et l'actualité du Grand Paris et des problèmes de gouvernance. On voit bien qu'entre les départements, les territoires, les communes, j'en passe, on n'a pas de schéma d'agglomération comme on a dans d'autres agglomérations françaises qui sont, elles, en communauté urbaine depuis les années 80, et où ce qu'a pu faire Bordeaux ou Lyon, eh ben, voilà, hormis quelques grands axes historiques qui ont une histoire très particulière, on n'a rien qui traverse 5 communes à la fois. Il était question à un moment que la métropole, d'ailleurs la métropole finance le vélo, la métropole finance le vélo, elle finance la moitié du Vélib. Oui, alors voilà, pour le Vélib, on voit qu'il y a eu mais ils n'ont pas la maîtrise d'ouvrage aujourd'hui. Tu as complètement raison, il aurait fallu. Ce qui est génial à Grenoble, par exemple, c'est que la métro, elle a à la fois les transports, elle a la voirie, elle a le pouvoir de police de circulation, donc elle fait ce qu'elle veut sur 43, enfin c'est la vie de ses communes quand même, mais elle a 43 communes avec un territoire sur lequel elle peut vraiment agir, elle peut faire de l'infra, éditer des règles, etc. Ce qu'à Paris, on n'est pas foutu de faire, parce que les maires, par exemple, sur le pouvoir de police de circulation, ils l'ont gardé, même avec juste maîtrise d'ouvrage. De chaque côté des ports de Paris, bon, sur Neuilly, on aura peut-être un aménagement cyclable après la porte Maillot. Bon, mais oui, mais voilà, il y en a déjà un sur l'avenue du Roule. Neuilly, c'est pas la ville la moins cyclable de France. Aujourd'hui, paradoxalement, c'est... Ben écoute, merci Pierre.